Troisième figure, John Locke. Locke, lui, c'est la deuxième partie du XVIIe, il meurt en 1704. Quel est son contexte? C'est un penseur politique qui s'oppose à l'absolutisme. Il est en plein dans le moment où en France c'est Louis XIV, et puis il fréquente un comte, un homme politique qui va être un peu le leader du changement de régime en Angleterre, qui met en avant le droit des peuples à choisir son souverain. Donc c'est un changement quand même assez radical de conception politique. Il fréquente ceux qui vont faire aboutir l'habeas corpus, c'est-à-dire on ne peut plus être emprisonné sans avoir eu un procès équitable. Et à cause de toutes ces fréquentations, que l'État doit juger quand même d'un mauvais œil, il s'exile aux Pays-Bas, il s'exile en Hollande. C'est là qu'il écrit son livre fondamental, 2 traités pour le gouvernement civil. Il y a 2 traités dans un seul livre, en 1689. Locke défend clairement l'état de droit. Au bout d'un moment, il peut rentrer en Angleterre, à l'occasion de la Glorieuse Révolution, pour ceux qui sont plus familiers de l'histoire anglaise, et on entre dans un régime de monarchie constitutionnelle. À ce moment-là, il n'est pas insignifiant, au moment où lui, il développe sa pensée politique, qu'il écrive un livre sur la Trinité, ça on ne nous dit pas tout, et qu'il écrive aussi un livre sur les épîtres de Saint Paul. C'est-à-dire qu'il y a chez Locke aussi ce mouvement permanent d'une pensée qui va de l'écriture à la pensée politique, qui va de la philosophie à la pensée politique. Alors quelle est son idée forte? Locke réfléchit à la liberté. Il est l'inspirateur du libéralisme. Mais ce n'est pas une liberté orpheline. Tout à l'heure, je vous disais, ce n'est pas une fraternité orpheline. C'est-à-dire qu'il y a une source commune à la liberté de chaque homme et à toute l'humanité. Alors je vais le citer. Les hommes, écrit-il, sont tous l'ouvrage d'un seul ouvrier, tout puissant, infiniment sage. Ils sont tous serviteurs d'un seul souverain et maître, envoyé dans le monde et à son service. Et ça, c'est dans le texte politique. Si les frères prêchaient comme ça le dimanche, on leur reprocherait peut-être d'être un petit peu carrés dans l'affirmation de leurs principes. Mais il est bon pour nous de savoir qu'un penseur politique qui a eu une telle influence dans l'histoire des idées occidentales écrit ce genre d'argumentation. Il y a une source commune à l'humanité. Il y a un créateur. Et la créature est à son image et à sa ressemblance. Alors pour ceux qui sont familiers des écrits bibliques, on entend bien là la nature, la vision anthropologique portée par la Bible. Et qui dit un être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est aussi libre, comme son créateur est libre. Et donc, c'est un créateur qui ne limite pas les hommes, qui n'appelle pas à la soumission, qui ne constitue pas un obstacle à la liberté, mais qui la suscite et la respecte. Alors comment est-ce qu'on voit le lien entre Locke et Vittorien? Là, c'était plus difficile. C'était moins explicite. Il n'y avait pas de récurrence 65 fois, parce que ça, c'est plus facile, on démontre. Eh bien, c'est justement quand il se met à parler de la mobilité. Il reprend l'exemple de Francisco de Vitoria, à savoir l'Indien sans clôture. L'Indien qui, avant le partage du monde, est copossesseur du monde, écrit-il. C'est une notion plutôt contemporaine, copossesseur du monde. Témoin d'une terre laissée en héritage. Par qui? Sous la forme d'un individu. Là, on retrouve Grotius. Et Locke introduit au fond la question de la mobilité au moment où lui, il va parler de l'appropriation de l'espace. Locke, c'est le grand penseur de la propriété. Et en développant sa théorie de la propriété, pierre angulaire du système libéral, Locke va répondre à la question de l'appropriation de l'objet. C'est toute sa théorie de la propriété, et c'est passionnant, mais il réfute l'appropriation de l'espace. Il laisse à penser que l'appropriation de l'espace n'est pas la même que celle d'un objet. On ne possède pas l'espace comme on possède un objet. L'espace, dit-il, peut-il être considéré comme un objet? Cela irait
à l'encontre de la liberté de circulation, écrit Locke. Et donc le droit de clôture ne peut pas entraver le droit de circulation originel. Et ça, quand on commence à percevoir les conséquences pour le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire en d'autres termes, la frontière ne peut pas entraver le droit à la mobilité. Voilà, chacun pourra conclure. Alors il y a des clôtures, il y a des enclos, il y a un droit à la propriété, et Locke est le penseur de tout ça. Et qu'en est-il, dit-il, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant, des chemins et des routes qui traversent ces clôtures et ces enclos? Parce qu'il y a des chemins et des routes qui traversent les clôtures et les enclos. Et donc la liberté essentielle, qui est le fondement même de la pensée de John Locke, qui est le fondement même de notre système économico-politique actuel, repose sur une liberté plus originelle encore, qui est celle de circuler. La liberté de circulation est en amont et ne s'oppose pas à la liberté de posséder. Et donc, au fond, Locke légitime le processus d'appropriation, mais il désigne une sphère en deçà de la propriété, qui est la sphère même de la circulation, accessible pour tous les hommes. Alors John Locke, c'est passionnant parce que ça permet de penser la circulation sans l'opposer à la propriété, je viens de vous le dire. Alors il faut se poser toutes les questions, sans frontières, sans bornes, sans limites. Le libéralisme naissant n'apporte pas la réponse. Mais il m'a plu d'écrire qu'il laisse un impensé. S'il y a des psychologues parmi nous, et il y en a, on sait bien toute la place de l'impensé. Un impensé qu'il convient de mettre en évidence et de respecter. Quatrième moment. Joseph Thomas Delos, on fait un saut de 2 siècles. On se rapproche de nous. 20e siècle, il est né en 1889 à Arras, donc pas très loin d'ici. Il est mort en 1974 à Paris. Mais c'est un Français qui n'a pas beaucoup vécu en France. C'est peut-être pour ça qu'il est intéressant. Il a vécu au Canada pendant une dizaine d'années. Il a vécu à Alger au moment du gouvernement provisoire de Gaulle en 1943. Et puis après, il a vécu 30 ans à Rome. Il était conseiller à l'ambassade de France près du Saint-Siège. Delos, c'est un monument qui n'est pas assez connu. Et donc il me plaît aussi de diffuser un petit peu sa pensée, sa vie. C'est un homme de ceux qu'on aimerait fréquenter plus souvent. La rectitude de vie correspond à la pertinence de sa pensée, et il a tellement peu parlé de lui, de son vivant, il s'est tellement effacé que même les frères, comme je vous le disais tout à l'heure, les frères dominicains avaient oublié presque qu'il avait existé. Et quand j'ai été dans les archives de la province de France, quand j'ai été chercher les photos, c'est extrêmement émouvant parce que j'ai ouvert son carton personnel, c'est-à-dire les frères, quand ils décèdent, ils laissent quelques menus objets qui sont consignés dans des archives. Puis là, Delos, comme plus personne ne le connaissait, personne n'avait jamais ouvert le carton. J'ai retrouvé sa Légion d'honneur, puis la Croix de guerre. Alors j'ai commencé à me dire, tiens, bon, après, on la donne parfois à beaucoup de monde, donc peut-être. Et puis j'ai ouvert des cartons de photos. Alors là, sur les photos, je voyais mon Delos, comme je disais, parce qu'il m'était devenu un peu familier, en photo à côté de tous les ambassadeurs de France successifs pendant 35 ans, puis petit à petit à côté de tous les papes, et puis ensuite à côté de Pompidou, puis de Gaulle, en photo, faisant les baptêmes des enfants, etc. etc. Et là, j'ai réalisé que ce Delos, en fait, avait eu une vie extrêmement féconde et avait été aussi en contact avec les décideurs de son temps. Et ça, c'était très intéressant. Dominicain, donc très discret, très influent. Sa vie commence dans le nord de la France. Il est professeur de droit international après sa thèse à Lille. Et puis, comme il a déjà des idées assez, enfin, on va dire, pro-pacifistes, eh bien, il est menacé par la montée du régime nazi en 1933-1938. Et donc, on décide de l'exfiltrer au Canada pour éviter qu'il soit une des premières victimes des Allemands. Au Canada, il arrive, et puis là, il enseigne à Ottawa, puis à Québec.
Et il est au fond l'inspirateur de la faculté de sciences sociales de l'université Laval. C'est lui qui est chargé de monter cette faculté. Donc c'est déjà, il aurait fait que ça dans sa vie, c'était déjà pas mal. Et puis on découvre aussi qu'il inspire la fondation de l'université du Rwanda. C'est déjà pas mal aussi. Et puis finalement, au bout de quelques années, au Canada, on découvre qu'il est au cœur d'un réseau extrêmement vif, stimulé sans doute par la guerre et le conflit, des intellectuels en exil, ainsi que des artistes qui avaient quitté l'Europe pour justement fuir le régime nazi. Et il est l'ami de Jacques Maritain, de Raïssa Maritain, de Hannah Arendt, des plus grands artistes en exil, d'André Breton, etc. Ça veut dire que là-bas, au Canada, c'est le moment clé à saisir pour comprendre Joseph Thomas Dellos. C'est le moment de ce qu'on appelle, après coup c'est toujours facile de qualifier les situations, la résistance spirituelle. Et De Gaulle, en 1943, écrit un discours en disant il y a deux pôles à la résistance. Il y a la résistance armée, parmi nous il y a des gens, je crois, qui ont eu de la famille, qui a résisté de manière armée, et puis il y a la résistance de la pensée. Il y a ceux qui inspirent, ceux qui agissent. Et nous revoilà dans ce schéma, un peu comme Vittoria et Las Casas. Il y a ceux qui inspirent, et puis il y a ceux qui agissent, mais les uns ne vont jamais sans les autres. Et donc, à notre tour, peut-être, il nous faut aller de l'action à la réflexion, de la réflexion vers l'action. Il est repéré par De Gaulle, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on l'appelle, dès 1943, à rejoindre à Alger le gouvernement provisoire qui est en train de se mettre en place pour essayer de gérer la fin de la guerre. À Alger, c'est aussi un moment émouvant, et je le partage avec vous, parce qu'au fond, le but est aussi de donner peut-être les anecdotes de la recherche. Quand je suis arrivée aux archives dominicaines à Paris, j'ai pu ouvrir les archives du couvent d'Alger. Pareil, comme il y avait eu aussi après les événements d'Algérie, c'était des sujets brûlants, et aucun archiviste de la province de France n'avait encore osé ouvrir les cartons, se disant je vais encore trouver des patates chaudes, donc chacun refilant au suivant. Donc quand l'archiviste m'a vu arriver et m'enflammer pour mon Dellos qui arrivait en 1943 à Alger, il me dit ça serait peut-être bien aussi d'ouvrir les archives du couvent d'Alger. Et donc pendant plusieurs semaines, j'ai ouvert et analysé les archives. Et ça, c'était extrêmement intéressant parce que le couvent d'Alger, comme celui de Valladolid au moment du XVIe siècle, était le lieu où se réunissaient tous ceux qui, à l'époque, essayaient de penser la fin de la guerre et, surtout, c'est ça qui est le plus intéressant, le nouveau monde à construire, l'après-guerre, un monde de paix, et au repas, dans des rencontres informelles, tout était consigné. Qui est venu, qui s'est rencontré, et j'avais mon Dellos qui était là à chaque fois. Et puis il y avait un frère qui devait être très zélé, je ne sais pas si Marc, vous avez un frère comme ça ici, mais il y avait les chroniques du couvent, les minutes, jour après jour, il consignait tout par écrit, des discussions. Voilà. Alors c'est extrêmement intéressant parce que là on découvre qu'il y a un groupe d'hommes, alors que tout allait quand même encore assez mal, qui pensaient le monde positivement. Et que tous les principes qu'on va retrouver ensuite dans la création de l'ONU et puis dans la création de l'Union européenne, tout était en germe dans ces discussions. Et donc ça m'a enseigné aussi que quand une situation est extrêmement critique, il y a au cœur de ces crises des hommes, des femmes, d'espérance, visionnaires, qui déjà entrevoient la possibilité d'une situation pacifiée, réconciliée. Et aller se dire en 1943, alors qu'il découvrait l'horreur aussi des camps et de l'abomination nazie, qu'on pouvait faire travailler Allemands et Français ensemble, il fallait quand même une sacrée dose d'espérance. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont des hommes de foi, et j'ai envie de dire, quelle que soit la foi qui était la leur, des hommes de foi, qui ont transmis cette confiance à ceux qui en avaient tellement besoin pour construire à leur tour le monde de demain. Alors ce Dellos, il a publié sa thèse en 1929, comme Grotius dans Mare Liberum, on peut trouver dans sa thèse les prémices de sa pensée, mais c'est surtout pendant la guerre, en 1942, qu'on a le cœur de ce qu'il incarne. Sa pensée est de dire, il faut un nouvel ordre international. Il faut que cet ordre voie le jour dans la tête de quelques hommes en pleine guerre.
Et après, grâce à eux, ce nouveau monde viendra au jour. Comment passer, c'est la grande question, de la nation, du nationalisme, à ce moment-là, à l'international? Et je crois que c'est aussi toujours la question récurrente pour nous aujourd'hui. Ou comment ne pas régresser pour nous aujourd'hui de l'international que nous avons pu construire pendant des décennies à un retour du nationalisme. Alors je vous cite Deleuze lui-même, je lui donne la parole. L'interdépendance des peuples doit se manifester, dit-il, sur le plan culturel. Toutes les cultures établissent le patrimoine de l'humanité. Notion qu'on a retrouvée tout à l'heure. Sur le plan économique, puisqu'il existe une destination générale des biens, qui ne peuvent être exploités que par la collaboration de tous, là c'est clair, et qui ne doivent l'être que pour le bien de tous, c'est-à-dire pas réservés à quelques-uns. L'interdépendance des peuples, dit-il, doit, dans l'ordre du progrès social, s'incarner. Les hommes risquant d'être écrasés, déshumanisés par le poids des institutions économiques, et ils ne peuvent pas être protégés que par une économie nationale. Dans l'ordre international, écrit Deleuze encore, les États ayant cessé aujourd'hui de pouvoir se prévaloir d'une indépendance absolue, on est en 1942, la guerre c'est bien l'interdépendance absolue, dans le mal. Je reprends, les États ayant cessé aujourd'hui de pouvoir se prévaloir d'une indépendance absolue, doit s'imposer le principe de la collaboration et de l'organisation collective. Et pour argumenter, où Deleuze va chercher, il va chercher Vittoria et le principe de la sociabilité naturelle entre les États. Et il la caractérise, et pour nous c'est beaucoup plus contemporain comme vocabulaire, cette solidarité, dit-il, se manifeste tout d'abord par le droit aux échanges, voilà qu'on entend à la fois Grotius et Locke, 2 points, droit de migration et droit de commerce. Droit de migration et droit de commerce. Alors aujourd'hui, le droit de commerce, il va de soi. On l'exerce, pas de problème. Pour certains. Droit de migration, il est aujourd'hui contredit. Ou bien, écrit Deleuze, les habitants quittant leur patrie émigreront pour s'établir dans un milieu plus favorable, ou bien la production et les échanges internationaux seront améliorés de manière à assurer la subsistance de la population sur son propre territoire. Alors vous voyez, ce que je voulais vous faire entendre, et on a presque terminé, c'est justement cette consonance entre des idées germées au XVIe siècle, consonance entre des idées, mais aussi une méthode de travail, entre le droit, la philosophie et la théologie, et puis aussi entre l'action et ce que nous on appelle la contemplation, la réflexion. Il y a une théologie implicite dans notre culture européenne, et plus encore dans notre construction juridique européenne, qui s'exprime très clairement dans le principe de la libre circulation des personnes. Si en 1957, la libre circulation des personnes est le pilier, l'un des 4 piliers du traité de Rome, d'où ça vient? Pourquoi? Alors pour essayer de comprendre, essayons de comparer avec d'autres espaces du même ordre. L'ALENA, c'est les pays d'Amérique du Nord et du Mexique, ou le Mercosur, ceux d'Amérique du Sud, ou les zones de libre-échange en Asie. Dans les autres parties du monde, dans ces modèles qui se rapprochent de l'Union européenne, tout circule. Les biens, les capitaux, tout circule, sauf les hommes. Et aujourd'hui, on sait encore que Trump souhaite construire ce mur pour séparer encore plus les États-Unis du Mexique. Il y a une spécificité européenne, tout circule, les biens, les capitaux et les personnes. Pour moi, ça montre bien cette théologie implicite qui n'est pas une théologie mystique désincarnée, mais qui est bien
un principe même d'organisation politique, la libre circulation des personnes est l'âme de l'Europe, est l'âme de notre espace politique et culturel. Et parfois, les chrétiens que nous sommes, certains d'entre nous, on cherche des racines chrétiennes de l'Europe. Alors on a envie d'inscrire dans les traités cet héritage, on sait tous les débats qu'il y a eu là-dessus, et quand on est des chrétiens explicites, dirons-nous, on est un peu frustré, qu'on oublie l'héritage, et puis surtout avec l'invasion aujourd'hui, on ne dit pas à quoi on pense, mais on y pense tous, l'invasion, vous voyez, d'une autre culture. Et quand j'ai défendu la thèse de théologie, j'ai été justement aux prises avec cette pensée-là. Ma sœur, vous prônez peut-être l'invasion des musulmans. Enfin, c'était dit. Alors on aimerait bien affirmer notre identité, et l'affirmer en affirmant l'héritage chrétien. L'héritage chrétien n'est pas là. Et ça ne sert à rien de se battre sur l'inscription des racines chrétiennes de l'Europe dans les textes. L'héritage chrétien, il est dans la libre circulation des personnes, et si les chrétiens ne montent pas au créneau pour faire respecter ce principe, pour le protéger, eh bien nous passons à côté de notre héritage. Et pourquoi nous défendons la libre circulation des personnes? C'est pas simplement, et c'est très bien aussi une option militante, c'est parce que c'est les fondements mêmes de l'espace politique et culturel dans lequel nous vivons et dans lequel nous sommes appelés à agir à notre tour. Voilà, c'est ça que je voulais vous communiquer ce soir. Il y a une ouverture, vous l'avez compris. Pourquoi? Parce qu'il y a ce passage du droit à la théologie. Il y a cette fécondation plutôt, réciproque entre le droit et la théologie. On peut le dire, il n'est pas toujours nécessaire de le dire. Pour moi, qui suis dominicaine, il était important, et ça a été pourquoi, c'est la raison pour laquelle j'ai consacré 3 ans de plus pour aller creuser la Bible, l'enseignement de l'Église, la tradition chrétienne, essayer de comprendre plus en profondeur cette consonance de ce principe. Pourquoi, au fond, est-ce que dans la Bible, il y a des éléments? Alors, s'il y a un droit humain fondamental à la mobilité et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour pouvoir l'affirmer, il faut s'interroger en réciprocité sur qui est-il ce Père dont on nous parle dans les textes, cette source commune, ce Dieu pour nous, ce Dieu des chrétiens, à laquelle on est en ressemblance et à son image. Est-ce que lui aussi, il bouge, il est mobile? Est-ce qu'il est quelque part une réalité immuable? Alors vous savez bien que, vu le titre du livre, Dieu migrant, que la réponse est non. Le Dieu de la Bible, tel qu'il apparaît, c'est le Dieu d'Abraham, et dont on nous dit, dès les premiers versets de la Genèse, il partit. Et puis il partit sans savoir où il allait. Il n'est pas seulement celui, ce Dieu de la Bible, qui libère son peuple en lui faisant traverser le désert. Il n'est pas seulement celui qui envoie ses apôtres aux 4 coins du monde. Il est lui-même ce migrant. Alors il y a des citations très fortes. Alors très vite, quand on a un axe de lecture, qu'on entre dans les textes bibliques, on voit des textes, des bouts de phrases en fait, qu'on n'avait jamais vus avant. Et un de ceux qui m'a le plus marqué, c'est dans le second livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, où Dieu se présente sous les traits d'un nomade. Il y a le roi David qui veut honorer Dieu. Il veut lui construire une maison, un palais, quoi. C'est Dieu quand même. Et Dieu lui dit, depuis le jour où j'ai fait monter l'Égypte, les fils d'Israël, et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais habité, dit Dieu, dans une maison. J'ai été comme un voyageur, on peut traduire comme un migrant, sous la tente qui était ma demeure. Pendant tout le temps où j'étais comme un voyageur, dit ce Dieu-là, parmi tous les fils d'Israël, ai-je demandé à un seul des juges que j'ai institués, pourquoi ne m'avez-vous pas bâti une maison de cèdre?
Alors de quelle migration s'agit-il pour Dieu? Le Dieu qui se révèle dans le Christ a pris statut de réfugié en Égypte dès sa naissance. Il a fui plutôt ses parents avec un petit bébé de quelques semaines. Il y a des jeunes mamans avec nous, alors ça, on imagine mieux ce que ça peut être. Dès les premiers jours, ils ont fui la cruauté du roi de Jérusalem et il est devenu réfugié. Plus encore, il assume la condition humaine jusqu'en sa vulnérabilité. Il est celui, nous dit l'Écriture, qui ne jalouse pas sa condition divine. Et c'est là que s'opère le plus grand des déplacements, mais qui prend la condition humaine. Il est celui qui dresse sa tente, pas un palais, pas un temple, qui dresse sa tente parmi nous, qui fait sa demeure, nous dit Saint Jean, parmi nous. Et il est celui qui, Dieu migrant, nous paraît toujours un peu étranger. Il est celui qui n'est pas toujours accueilli. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Merci beaucoup.